Bien, alors nous allons commencer. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais donc poursuivre le travail que nous avons commencé la semaine dernière sur la métaphore conceptuelle à partir donc de ce livre de Lakoff, Metaphors We Live By de 1980, traduit en français sous le titre Les métaphores dans la vie quotidienne, en 86. Et donc, je reprends un certain nombre de points rapidement sur lesquels, que nous avons établis la semaine dernière. Donc, l'exemple qui avait été donné comme exemple initial par Lakoff, c'est la métaphore « l'amour est un voyage ». Donc je ne reviens pas sur la dimension anecdotique de l'apparition de cette idée, disons de la façon dont Lakoff utilise une sorte de suggestion qui lui est fournie par un contexte d'enseignement. Ce qui va nous intéresser, c'est simplement la métaphore conceptuelle elle-même. L'amour est un voyage qui au fond, est très bien choisi. C'est un excellent exemple. Une métaphore, donc, dont nous allons réexaminer un certain nombre de caractéristiques de base, mais simplement, donc, je rappelle ici qu'on parle d'une métaphore conceptuelle parce qu'on observe dans les langues, vous avez deux colonnes avec deux langues différentes, mais on pourrait en ajouter beaucoup. Des illustrations, des traces de cette métaphore conceptuelle dans les langues. Nous sommes à la croisée des chemins. Donc, l'exemple initial était notre relation est dans une impasse. Bon. Donc, on remarque qu'il existe toutes sortes d'expressions qui sont perçues comme tout à fait naturelles, qui ne sont d'ailleurs pas forcément perçues comme tellement métaphoriques. Si on y pense, elles le sont, métaphoriques dans un sens d'image, si vous voulez. Mais quand on dit notre relation est dans une impasse, la personne qui dit cela a l'impression d'employer un langage tout à fait quotidien, n'a pas l'impression de faire une figure de style. C'est ça qui est important. Alors, on va revenir sur ces différents éléments. Le premier point important que nous avons établi la semaine dernière, c'est que cette approche de la métaphore est une approche conceptuelle. Donc, le but de Lakoff est de montrer que notre système conceptuel est structuré de manière métaphorique. C'est-à-dire que à partir du moment où vous faites de la linguistique cognitive, vous vous intéressez finalement aux processus cognitifs qui sont sous-jacents à l'activité linguistique. Or, ces processus cognitifs utilisent des catégories, des concepts, et par conséquent, la façon dont est structuré le système des catégories ou le système conceptuel, au fond, disons, dans une perspective cognitive, le concept et la catégorie se rejoignent. On peut distinguer les deux notions, mais dans une perspective cognitive, c'est à peu près la même chose. Eh bien, cette idée d'une structuration métaphorique de notre système conceptuel est une thèse extrêmement forte sur la façon dont nos concepts, nos catégories s'organisent, puisqu'elle montre qu'il va y avoir un certain nombre de concepts de base, et on va y revenir tout à l'heure, et puis à partir de ces concepts de base, par métaphore, on va construire des concepts plus complexes, ou plus abstraits. Donc, l'idée, c'est que notre système conceptuel, puisque donc, nos concepts structurent ce que nous percevons, je reprends quelques éléments de cette citation, là, nos concepts structurent ce que nous percevons, la façon dont nous existons dans le monde et la façon dont nous nous mettons en rapport avec les autres. Et par conséquent, donc, si on prend en considération ce rôle constant des concepts et des catégories dans notre vie, dans notre expérience de vie, eh bien, ces métaphores au niveau conceptuel vont jouer un rôle absolument fondamental.
Le point suivant, c'est donc que l'analyse linguistique est vue non pas pour elle-même, hein, encore une fois, ça je le répète toujours, mais c'est vraiment une constante de l'approche cognitive. On ne fait pas de l'analyse linguistique pour le plaisir de décrire les langues, hein. On le fait pour comprendre l'être humain et plus spécifiquement pour comprendre le système cognitif de l'être humain. Donc, vous voyez d'ailleurs ce morceau de phrase surligné dans cette citation, hein, Language is an important source of evidence for what that system is like. Donc, le langage est une source importante de preuves sur ce qu'est ce système étant le système conceptuel. Eh bien, ces phénomènes de métaphores conceptuelles, nous ne les percevrions pas si nous n'avions pas ces expressions linguistiques comme l'amour est un voyage, enfin pas comme l'amour est un voyage, puisque ça n'est pas ça l'expression linguistique, c'est l'expression linguistique, ce sera donc par exemple notre relation est dans une impasse, nous sommes à la croisée des chemins, etc. Donc, ces expressions linguistiques montrent, hein, pour Lakoff, que Lakoff et Johnson, d'ailleurs je dis toujours Lakoff, mais le livre à l'origine est de Lakoff et Johnson, ces expressions montrent qu'il y a une structuration au niveau conceptuel. Donc on a bien une analyse linguistique qui est vue comme un point d'accès au système conceptuel. On peut observer, on ne peut pas observer directement le fonctionnement des systèmes conceptuels, enfin de notre esprit, de notre système cognitif, mais on observe le langage qui nous donne, ou les langues, les usages, les discours, qui nous donnent donc des indices sur la façon dont notre système cognitif fonctionne. Alors le deuxième exemple qui était donné, c'était l'exemple de Argument is War, c'est-à-dire que nous parlons, enfin nous considérons, nous voyons, nous conceptualisons une discussion comme une guerre, hein, la discussion c'est la guerre, et ce que faisait apparaître cette citation que je vous avais donnée la semaine dernière, c'est qu'il y a bien une dimension expérientielle des métaphores conceptuelles, c'est-à-dire, encore une fois, ça n'est pas qu'une question de mots, nous ne faisons pas que parler des arguments en termes de guerre, comme si, par exemple, on les conceptualisait en termes d'arguments, mais qu'on en parle en termes de guerre. Non, on les conceptualise vraiment en termes de guerre. On voit une discussion comme une guerre, hein. On la perçoit ainsi. Il y a vraiment une bataille verbale. Donc, ces métaphores conceptuelles orientent notre expérience, elles qualifient, elles caractérisent notre expérience de toutes sortes d'aspects de nos cultures, hein. Donc, il y a bien cette dimension expérientielle des métaphores conceptuelles. Je l'ai rappelé tout à l'heure, hein, cette structuration conceptuelle, elle est dans le langage ordinaire, hein. La personne qui s'exprime en utilisant une expression linguistique qui dénote une métaphore conceptuelle, elle n'a pas l'impression de faire un usage original, extraordinaire, particulier du langage, hein, de sa langue. Donc, la structuration métaphorique des concepts est largement non consciente. Elle est naturelle, plus ou moins automatique, elle est intériorisée, automatisée. On n'a pas l'impression de faire des métaphores comme un poète crée des métaphores, hein. Ça n'est pas du tout le même genre de phénomène. Alors, les trois exemples que nous avions vus sont des exemples, donc l'amour est un voyage, la discussion c'est la guerre, le temps c'est de l'argent. Ces trois exemples sont des exemples qu'on retrouve dans beaucoup de langues, hein. Ce sont des métaphores conceptuelles, je ne dirais pas universelles, parce qu'on pourrait toujours trouver une culture pour laquelle ces métaphores seraient bizarres, hein, mais elles sont quand même très largement répandues, surtout aujourd'hui, dans un contexte, disons, très largement mondialisé. On partage, les métaphores conceptuelles sont aussi mondialisées, si j'ose dire.
Bon, cela dit, évidemment, cela ne signifie pas que les métaphores conceptuelles sont universelles. Il y a des métaphores comme celle-ci qui ont une valeur très générale, hein, qui semblent universelles, mais ça n'est pas toujours le cas. Et je voudrais juste prendre un exemple ou un contre-exemple assez flagrant à partir donc d'un travail de master d'un étudiant chinois. Et donc, vous pouvez retrouver sur cette adresse si vous voulez voir les détails, hein, ici. Donc, il s'agit des métaphores conceptuelles ou de la métaphore conceptuelle de l'eau en chinois. Alors, les étudiantes et les étudiants chinois qui nous écoutent diront si cela leur paraît convaincant. Encore une fois, c'est un mémoire de master, hein, mais donc on ne peut pas non plus, ça n'a pas une valeur scientifique comme un article scientifique paru dans une revue, bien évidemment. Mais c'est tout à fait intéressant malgré tout, parce qu'au fond, là, il y a une dimension assez descriptive qui reste, enfin, je veux dire, qui semble relativement peu contestable. Alors, je vais vous donner une traduction pour que ce soit plus facile d'avoir un esprit critique sur cette chose. Donc, voici la présentation d'ensemble hein, du travail. Depuis les années 1970, l'étude des métaphores suscite un intérêt croissant, non seulement en linguistique, mais aussi dans les domaines de la sociologie, de la psychologie, de la philosophie. Une théorie contemporaine, la théorie conceptuelle de la métaphore, enfin, on dirait plutôt de la théorie de la métaphore conceptuelle de Lakoff et Johnson, considère la métaphore non seulement comme une question de langage, mais aussi de pensée et de cognition. Vous voyez que ce que je vous explique, c'est ce qu'on trouve un peu dans tous les articles sur le sujet. La métaphore est définie comme une cartographie interdomaine dans le système conceptuel. Dans le cadre de la linguistique cognitive, cette thèse utilise la théorie de la métaphore conceptuelle pour explorer les métaphores conceptuelles de l'eau en chinois. Enfin, cette thèse, c'est-à-dire en fait, c'est un mémoire. Hein. Ce mémoire utilise la théorie de la métaphore conceptuelle pour explorer les métaphores conceptuelles de l'eau en chinois. Donc c'est l'eau qui est le domaine source de la métaphore, dans le but de répondre aux trois questions suivantes. Première question, quelles sont les principales métaphores conceptuelles de l'eau en chinois? Deuxième question, quelles sont les motivations incarnées et culturelles sous-jacentes à ces métaphores conceptuelles de l'eau en chinois? Donc on reviendra tout à l'heure sur la question des motivations. Hein. Mais il y a bien, c'est bien un sujet chez Lakoff de donner à chaque fois, d'essayer de trouver des motivations aux métaphores conceptuelles. Et troisième question, quelles sont les fonctions cognitives reflétées dans ces métaphores et quel rôle jouent ces métaphores conceptuelles de l'eau dans la formation de la culture et de la philosophie chinoise? Alors, quel est le corpus? Donc, la source des données de cette recherche provient du corpus chinois moderne développé par le Centre de linguistique chinoise PKU. Une autre petite partie des données provient du dictionnaire d'idiomes chinois et de l'anthologie de poésie, afin de rendre les données résultantes plus équilibrées pour des études ultérieures. Bon, voilà, donc, vous voyez, quelqu'un qui a pris un corpus et qui a étudié les métaphores conceptuelles de l'eau. Alors, il distingue 8 grandes métaphores conceptuelles de l'eau en chinois. Et alors, ce qui va être intéressant, c'est d'essayer de s'imaginer si en français ou en anglais, on pourrait avoir le même genre de métaphores conceptuelles. Alors, il y a le mouvement et de l'eau, le temps et de l'eau, l'argent et de l'eau, les émotions sont de l'eau, la puissance est de l'eau, l'être humain est de l'eau, les pensées ou les idées sont de l'eau et la vertu est de l'eau. Alors, évidemment, on ne va pas entrer dans le détail de cette étude, mais ça suppose que ces métaphores conceptuelles aient été illustrées par des expressions linguistiques qui montrent que ces métaphores sont actualisées. La base expérientielle de ces métaphores sur l'eau provient de notre corps, de notre interaction avec l'environnement et de la culture chinoise. Alors, deuxième point, deuxième constatation. Donc là, on a donné les 8 grandes métaphores conceptuelles. Ces expressions métaphoriques de la métaphore conceptuelle de l'eau sont abondantes, omniprésentes dans la culture chinoise. Bon, ça, moi, je suis incapable d'en juger. Hein. Le vocabulaire du domaine source est constitué de traits culturels et les expressions métaphoriques les plus fréquemment utilisées sont des idiomes à 4 caractères.
des facteurs géographiques, philosophiques et culturels s'avèrent être responsables de ces caractéristiques. Donc là, il y a une motivation essentiellement culturelle donc, de ces métaphores. Troisième constatation, les métaphores conceptuelles de l'eau reflètent la fonction cognitive de la métaphore, pour faciliter la compréhension de concepts abstraits. Donc, par exemple, l'argent, les émotions, la puissance, tout ça, ce sont des choses abstraites. Bon, le mouvement peut-être un peu moins, mais enfin, grosso modo, on se sert de concepts concrets pour atteindre la compréhension, pour conceptualiser des choses abstraites. Et puis, quatrième point, les métaphores, le temps et de l'eau, la vertu et de l'eau, etc., montrent que l'eau, avec sa capacité extraordinairement riche à générer des images, a fourni des métaphores fondamentales de certains concepts les plus fondamentaux de la culture et de la philosophie chinoise, indiquant que les principes cosmiques généraux étaient à la base de la compréhension chinoise de la nature de l'homme, tant dans la religion que dans la philosophie. Bien. Alors, encore une fois, je ne vais pas entrer dans les détails. Parmi les étudiants, tous les étudiants qui nous écoutent, enfin qui participent là au cours, certains veulent intervenir, n'hésitez pas. Bon, il me semble quand même qu'on aurait du mal à trouver en français ou en anglais des équivalents de la vertu et de l'eau, ou l'être humain et de l'eau, les émotions sont de l'eau. Autant l'association de l'eau avec le mouvement, ou à la rigueur, le temps et de l'eau, oui, hein, ça, si vous voulez, en français, on dit le temps coule, le temps s'écoule, d'accord? Donc là, si je peux dire le temps s'écoule, c'est bien une expression qui qui manifeste l'existence de cette métaphore conceptuelle. Le temps, c'est de l'eau. Même l'argent, c'est de l'eau. On peut écouler de l'argent, ou pourquoi pas. En revanche, les émotions, la puissance, tout ça, c'est quand même beaucoup plus difficile de trouver des équivalents. Donc, je vous donnais cet exemple simplement pour vous montrer que les métaphores conceptuelles ne sont pas du tout universelles, hein, qu'elles varient d'une culture à l'autre, et que certaines sont en effet très largement répandues, d'autres beaucoup moins. Alors, maintenant, on va aborder un autre point. Une fois qu'on a compris, grosso modo, la notion générale de métaphore conceptuelle, on peut commencer à essayer d'examiner quelles sont les différentes sortes de métaphores. Mais avant cela, il faut avoir conscience du fait que une métaphore conceptuelle, si elle aide à la compréhension de quelque chose d'abstrait à partir de quelque chose de concret, hein, par exemple, si on devait dire notre relation est dans une impasse sans utiliser de métaphore conceptuelle, qu'est-ce que je peux dire pour dire la même chose, hein, pour avoir une paraphrase, mais qui n'utiliserait pas de métaphore conceptuelle? Notre relation est dans une impasse. On dirait notre relation, quoi. Si je dis notre relation ne peut pas aller plus loin, mais je suis encore dans une métaphore conceptuelle. Notre relation est bloquée. En disant bloquée, ou même, vous voyez que je dis encore quelque chose de concret pour parler de quelque chose d'abstrait, qui est une relation entre deux personnes. Donc, il y a quand même des cas où il est extrêmement difficile de se passer de ces métaphores conceptuelles, hein. Mais alors, ce qu'il y a, c'est que ces métaphores conceptuelles, aussi indispensables qu'elles soient, elles masquent parfois certains aspects de la réalité. Et c'est ce qu'on va faire. Alors, je prends cette citation-là que je n'ai pas traduite parce que c'est facile à comprendre. La systématicité véritable, hein, qui nous permet de comprendre un aspect d'un concept dans les termes d'un autre, hein, par exemple, comprendre la discussion en termes de guerre, ou comprendre l'amour en termes de voyage, etc., nécessairement cachera d'autres aspects de ce concept.
voilà. Donc, je reprends donc là l'exemple que donnent Lakoff et Johnson, qui est un exemple connu de la métaphore, enfin, connu, je veux dire par là que c'est un exemple très classique, l'exemple de la métaphore du conduit, qui a été développé au départ, semble-t-il, par Michael Redding. Donc, cette métaphore du conduit, elle consiste à dire que lorsque on s'exprime, on fait passer des idées ou des mots à quelqu'un d'autre à travers une sorte de conduit, donc comme un tuyau, si vous voulez, qui peut être bon, bah, l'air ambiant, qui peut être n'importe quoi, qui peut être un téléphone, qui peut être... voilà. Il y a donc une sorte de vecteur de la communication, hein, qui va permettre de faire passer des idées ou des significations vues comme des objets à quelqu'un via des expressions linguistiques qui sont les contenus. Vous voyez par exemple cette illustration, hein, quelqu'un à gauche, une femme dit quelque chose, ça est mis dans une, elle pense quelque chose, c'est mis dans une boîte, ça passe par le conduit, et le récepteur ouvre la boîte et récupère l'information. Donc communiquer, dans ce cas-là, c'est avoir une idée, la faire passer, la transmettre à quelqu'un. Bon. C'est une métaphore conceptuelle qui s'observe dans toutes sortes d'expressions. Alors, par exemple, it's hard to get that idea across to him. Donc, c'est dur de lui faire passer cette idée ou de faire passer cette idée. Je t'ai donné cette idée, I gave you that idea. Vos raisons, on a traduit ici par nous vont droit au cœur, mais came through to us. Donc là aussi, on a l'idée de quelque chose qui se déplace. Hein. Il est difficile de mettre mes idées en mots. Là aussi, les idées sont vues comme des choses qu'on met dans des mots. Qu'on a traduit là, évidemment c'est un équivalent, mais qui ne marche pas tout à fait de la même façon. Il est difficile de mettre mes idées sur le papier. Lorsque vous avez une bonne idée, when you have a good idea, try to capture it immediately in words. Donc c'est la même idée. Là, on la saisit, on saisit l'idée, on la met dans des mots, on les met en forme, on la met en forme, etc., etc. Hein. Vous avez d'autres exemples. His words carry little meaning vers la fin, ou the sentence is without meaning. La phrase est vide de sens, hein, qui ne transporte pas beaucoup de sens. Bon, donc on a clairement cette métaphore du conduit qui est compréhensible, hein, qui correspond d'ailleurs à une vision spontanée de la communication linguistique. C'est-à-dire que ça fait partie de ce qu'on appelle la linguistique spontanée, c'est-à-dire la façon dont les non-linguistes perçoivent le langage, hein, perçoivent les langues, comme simplement des moyens de transmission de leurs idées. On a des idées dans la tête, on les met dans des mots, nos mots sortent de nous pour atteindre quelqu'un, et le quelqu'un récupère le sens des mots et accède à l'idée que nous avions avant de la formuler. Bien. Alors, cette métaphore du conduit, elle a une part de justesse, hein, mais elle masque un certain nombre de choses, et c'est ça qui est intéressant là dans cet exemple, c'est de bien faire apparaître que la métaphore conceptuelle, même si elle a une part de vérité, elle masque toujours un aspect des choses. Hein. Et si on voulait, on pourrait voir que, par exemple, dire que le temps c'est de l'argent, pas forcément, c'est une des façons de voir le temps. Que l'amour c'est un voyage, peut-être pas toujours, peut-être que l'amour, il peut y avoir une espèce de vision plutôt, comment dire, statique, ou d'épanouissement ou d'élargissement du soi qui ne présuppose pas un voyage. Enfin, bref, il faudrait voir. Bien sûr, on ne peut pas dire n'importe quoi, il faut quand même vérifier dans les expressions linguistiques, mais la discussion pourrait être vue autrement que comme une guerre. Hein. En tout cas, il y a des aspects de la discussion qui ne sont pas comme la guerre.
Et cela n'apparaît pas forcément dans une métaphore conceptuelle. Il n'y a pas forcément des métaphores conceptuelles concurrentes, mais il y a des métaphores conceptuelles qui sont en usage et qui, certes, masquent certains aspects de la réalité qui est désignée. Donc, la métaphore du conduit, en l'occurrence, elle suppose que les mots et les expressions ont un sens par eux-mêmes et que ce sens est tout simplement transmis d'un locuteur à l'autre, mais en réalité, elle masque complètement le fait que à la fois le contexte et le locuteur jouent un rôle tout à fait primordial. Mais là, c'est vraiment une banalité. Alors, Lakoff et Johnson donnent deux exemples de phrases dans lesquelles le contexte est important. La première phrase, c'est « Veuillez prendre le siège au jus de pomme », alors qui peut vous paraître bizarre comme ça, mais ça veut simplement dire vous allez voir, je vais vous donner l'illustration. Et puis, nous avons besoin de nouvelles sources d'énergie. Alors, voici l'extrait, donc c'est dans la page 12 de la version anglaise. Please sit in the apple juice seat. Alors, veuillez vous asseoir sur le siège au jus de pomme. On va lire le passage, si vous voulez, pour bien comprendre de quoi il s'agit. Cette phrase, veuillez vous asseoir sur le siège au jus de pomme ou du jus de pomme, prise isolément, n'a aucun sens. Parce que siège au jus de pomme n'est pas une façon conventionnelle de désigner un objet, enfin, on ne désigne pas normalement un objet comme un siège de cette façon-là. Donc on ne peut pas dire que la personne a mis ses idées en mots et qu'on transmet les mots et qu'on comprend le sens. Parce que si on fait comme cela, on n'accède pas au sens. Mais la phrase a un sens parfaitement identifiable dans le contexte dans lequel elle a été prononcée. Donc là, c'est ce que masque, c'est un des aspects qui est masqué par la métaphore du conduit. Elle ne fait pas apparaître que le contexte joue un rôle primordial pour le décodage du sens. Alors voici le contexte donc imaginé par Lakoff. Un hôte est descendu pour le petit déjeuner. Il y avait 4 couverts, 3 avec du jus d'orange et 1 avec du jus de pomme. Ce que désignait la place du jus de pomme ou la place au jus de pomme était très clair dans le contexte. Et même le lendemain matin, quand il n'y a pas de jus de pomme, on pouvait toujours savoir quel était le siège du jus de pomme ou le siège du jus de pomme de la veille. Alors, en plus des phrases qui n'ont pas de sens sans contexte, il y a même des cas où une même phrase aura un sens différent pour différentes personnes. Alors, par exemple, si vous prenez la phrase « Nous avons besoin de nouvelles sources d'énergie alternatives », eh bien, évidemment, cela signifiera quelque chose de très différent si vous parlez si c'est le président de Mobil Oil, donc le président d'une compagnie pétrolière qui parle, ou bien s'il s'agit d'un écologiste qui parle. Nous avons besoin de nouvelles sources d'énergie alternatives. Pour un président de compagnie pétrolière, il faut trouver de nouvelles sources de pétrole. Alors que pour un écologiste, l'idée va être de trouver des sources d'énergie qui ne sont justement pas des énergies fossiles. Bien, d'où le commentaire suivant. La signification n'est pas là dans la phrase. Ce qui compte, c'est de savoir qui dit ou écoute la phrase et quelles sont ses attitudes sociales et politiques. La métaphore du conduit ne convient pas au cas où le contexte est nécessaire pour déterminer si la phrase a un sens quelconque et si oui, quel sens elle a. Ces exemples montrent que les concepts métaphoriques que nous avons examinés nous permettent de comprendre partiellement, c'est ça le mot important, nous permettent de comprendre partiellement ce que sont la communication, l'argument, le temps. Donc l'argument c'est la guerre, le temps c'est de l'argent, la communication c'est un conduit, et que ce faisant, il cache ou il masque d'autres aspects de ces concepts. Il est important de voir que la structuration métaphorique impliquée ici est partielle et non totale. Si elle était totale, un concept serait en fait équivalent à l'autre concept et ne serait pas simplement compris en fonction de celui-ci. Par exemple, le temps n'est pas vraiment de l'argent. Si vous passez votre temps à essayer de faire quelque chose et que cela ne fonctionne pas, vous ne pouvez pas récupérer votre temps. Il n'existe pas de banque du temps. Je peux vous donner beaucoup de temps, mais vous ne pouvez pas me rendre le même temps, alors que vous pouvez me rendre le même argent. Pardon, il y a une coquille ici. Et ainsi de suite. Ainsi, une partie du concept métaphorique ne correspond pas et ne peut pas correspondre. Donc l'idée ici, c'est que, évidemment, il doit y avoir un décalage entre les deux concepts. Si les deux concepts sont trop proches, l'un ne peut pas être une métaphore de l'autre. Donc, voilà, ce petit développement qui a l'air d'enfoncer un peu des portes ouvertes, comme on dit,
pour dire que le temps, ce n'est pas vraiment de l'argent. Il y a des propriétés de l'argent que le temps n'a pas du tout, mais bon, tout ça est parfaitement évident. Mais l'idée est simplement de dire ici que, certes, il y a qu'un concept est vu au travers d'un autre, hein, le temps est vu à travers le concept d'argent, mais ces deux concepts, évidemment, ne se superposent pas. Et le point important, encore une fois, ici, c'est de dire que la métaphore masque certains aspects du concept qu'elle désigne. Donc, une métaphore conceptuelle donne à voir un aspect du concept, mais en masque d'autres. Et d'ailleurs, cela vaut aussi pour les métaphores au sens poétique du terme. Hein. Un concept métaphorique est donc toujours partiellement inadéquat, comme disent Lakoff et Johnson, page 22-23. Alors, j'ai rappelé ici que cette métaphore du conduit est une idée, est une sorte de thèse qui appartient à la linguistique spontanée de la plupart des locuteurs. Alors maintenant, donc, voyons un peu comment on peut classer les métaphores conceptuelles. Alors, Lakoff et Johnson vont distinguer trois grands types. Le premier grand type, c'est celui qu'on a déjà vu, hein, la métaphore structurelle, celui qu'ils appellent donc la métaphore structurelle. C'est l'idée qu'un concept est métaphoriquement structuré selon un autre concept. Voilà, ce sont les exemples du type l'amour est un voyage, la discussion c'est la guerre, le temps c'est de l'argent. Donc on n'y reviendra pas tellement puisqu'on a illustré cela avec ce phénomène de masquage, hein, comme toujours, et puis ce phénomène de mapping. Hein, vous vous souvenez qu'on a dans la métaphore structurelle un certain nombre de propriétés, par exemple du voyage. Hein, le concept de voyage suppose qu'il y ait donc un déplacement d'un endroit à l'autre, un véhicule, des personnes dans le véhicule, etc. Et vous vous souvenez qu'on trouve toutes sortes d'équivalents pour l'amour, où donc le but du voyage, ce sont les buts communs, que le véhicule peut être, selon les expressions linguistiques, une voiture, un train, n'importe quoi, enfin, etc. La discussion, c'est la guerre. Une guerre, ça suppose des armes, des combattants, etc. Donc tout ça sont des aspects du concept qu'on va retrouver dans la discussion. Plus tard, quand on verra le concept de frame, vous comprendrez qu'en réalité, ce que met en jeu la métaphore structurelle, c'est que c'est un frame avec un autre, c'est-à-dire que c'est le frame de la guerre ou le frame du voyage qui va être projeté sur l'amour ou sur la discussion. Alors, donc, la métaphore structurelle, je n'y reviendrai pas. On va parler plutôt des deux autres types qui sont les métaphores d'orientation, où là, on a un système selon lequel toutes sortes de concepts sont organisés les uns par rapport aux autres en utilisant des paramètres spatiaux. Alors, le haut, le bas, la droite, la gauche, etc. Ça, si vous voulez, cette idée que l'espace structure notre système conceptuel, c'est aussi une idée extrêmement importante dans la linguistique cognitive. Hein. On comprend le temps à partir de l'espace, on comprend toutes sortes de choses à partir de l'espace dans la linguistique cognitive. Hein. Il y a vraiment cette idée que la perception spatiale joue un rôle primordial dans notre système cognitif. Et ça, c'est une idée qu'on avait déjà beaucoup chez Gustave Guillaume. Et puis, le troisième type, c'est la métaphore ontologique, là, qui a une sorte de valeur beaucoup plus générale. C'est l'idée qu'on comprend nos expériences en termes d'entité et de substance. Donc, on va voir cela tout à l'heure. Alors, d'abord, voyons la métaphore d'orientation. La métaphore d'orientation, comme je vous le disais, elle organise des concepts les uns par rapport aux autres en utilisant des paramètres qui sont les paramètres de l'espace. Quels sont les paramètres de l'espace? Il y a la profondeur, il y a l'avant, l'arrière. On va voir qu'il peut y avoir aussi des paramètres temporels. Donc, premier exemple, le bonheur est en haut, la tristesse est en bas. Vous voyez, alors on n'y pense pas forcément, mais regardez ces expressions. Je suis aux anges. Bon, alors que les anges sont en hauteur, bon, ça, c'est peut-être un savoir culturel.
il m'a remonté le moral. On pourrait dire l'inverse. J'ai le moral qui baisse. Donc on voit bien que quand ça monte, c'est le bonheur, et quand ça descend, c'est la tristesse. Il ne faut pas te laisser abattre. Il ne faut pas te laisser abattre. C'est bien l'idée que quand on tombe, on est triste. Penser à elle me donne le vertige. Alors ça, c'est un petit peu ambigu, c'est pas aussi clair comme exemple, mais bon, ça, ce sont les exemples qui sont donnés dans la version française du livre de Lakoff et Johnson. Je l'aurais peut-être pas mis, mais je vous le donne quand même, mais vous voyez que ça ne correspond pas exactement à cette métaphore conceptuelle-là. En revanche, je suis au 7e ciel, oui, je suis au 7e ciel, ça veut dire que je suis très heureux. Je me sens en chute libre, inversement. Bon, ça, c'est peut-être une traduction un petit peu maladroite de l'anglais. Je suis déprimé. Il est au plus bas ces jours-ci. Il est retombé dans la dépression. Vous voyez, la dépression, tombé dans la dépression, il s'effondre. Il a le moral à zéro. Bon, alors zéro, là, c'est pas, encore une fois, c'est pas très judicieux d'avoir donné ce genre d'exemple parce que c'est pas tout à fait la même métaphore conceptuelle. Enfin, c'est même pas du tout la même métaphore conceptuelle. Cet exemple-là ne devrait pas être dans le livre à cet endroit. Bref, voyons les exemples en anglais. C'est la même chose. I'm feeling up. Up, on se sent bien. My spirits rose. C'est la même idée. To rise. You're in high spirits. Et puis inversement, I'm feeling down. I'm depressed. I fell into depression. Vous voyez, c'est exactement la même métaphore conceptuelle. Il est retombé dans la dépression. Bon, sur la dépression, je précise là parce que en français, on n'y pense pas forcément. On a l'impression que on ne voit pas la métaphore conceptuelle, mais en fait, déprimé au départ, ça a un sens physique, spatial. Déprimé, ça veut dire enfoncé, affaissé, le sens de base de déprimé, historiquement. Déprimer l'écoute de quelqu'un, un front chauve qui avait déprimé, qui avait enfoncé l'habitude du casque. Je lui déprimais la paroi du ventre. Donc, vous voyez, c'est un médecin qui enfonce ses mains sur le ventre. Et donc, déprimer, c'est, on disait même déprimer le taux d'intérêt, faire baisser, etc. Le sol est déprimé, enfoncé, etc. Bon, et puis, c'est seulement au figuré qu'on a le sens de dépression auquel on est habitué. Mais ce sens de base de déprimer, le sens spatial, si on veut, de enfoncer, abaisser, qui va vers le bas. Déprimer, ça va vers le bas. Donc, ce sens spatial, il est un peu oublié dans l'usage quotidien du français. Je pense qu'en anglais, c'est pareil. Depressed, on ne pense pas au sens spatial d'enfoncer. Bon. Eh bien, on a bien, donc avec dans le sens même du verbe déprimer, dans son histoire, et dans ce passage au figuré, là, une métaphore conceptuelle qui est l'idée que le bonheur est en haut et la tristesse est en bas. Alors, quel est le fondement physique? Je parlais tout à l'heure de la motivation des métaphores conceptuelles. Chez Lakoff et Johnson, il y a cette idée qu'on va pouvoir motiver, c'est-à-dire ça n'est pas un hasard, ça n'est pas, je veux dire, une espèce de convention culturelle complètement arbitraire. Il se trouverait que dans nos langues, le bonheur, on l'a mis en haut, la tristesse plutôt en bas, mais on aurait pu avoir l'inverse à la limite. On aurait pu avoir la tristesse en haut et le bonheur en bas. Ben non, justement non. Pour Lakoff, il y a une véritable motivation, qui est une motivation physique, puisque la position penchée est associée à la tristesse et à la dépression, et la position droite est associée à un état affectif positif. Bon, de manière plus générale, c'est la position même carrément allongée d'un corps mort. On va voir tout à l'heure l'exemple. C'est vraiment ça l'idée, c'est que lorsqu'on est debout, eh bien, on est vivant, on est en forme, on est heureux, etc. Et puis, lorsqu'on est couché, abattu, en bas, eh bien, on est mort, on est triste, on est bon, etc. Donc, on a
vraiment une motivation de cette métaphore conceptuelle, motivation culturelle. Alors, encore une fois, il peut y avoir des exceptions. Hein. Ça, ce serait intéressant de voir dans toutes sortes de langues si ça fonctionne. On trouverait forcément, je pense, des langues pour lesquelles ça ne fonctionne pas. Mais peut-être pas beaucoup. Et ça voudrait dire peut-être qu'ils ont une conception du bonheur et de la tristesse peut-être différente. Hein. Alors, voici un deuxième exemple. Le conscient est en haut et l'inconscient, alors il faut comprendre le non-conscient, est en bas. Hein. Alors, exemple, Allons, émerge. Émerge, c'est réveille-toi. Hein. Il est plongé dans un profond sommeil. Vous voyez là, on plonge. Il est sous hypnose. Il s'est enfoncé dans le coma. Vous voyez donc ici, l'idée, c'est que on dort en position couchée et on se lève quand on est réveillé. Donc, quand la non-conscience, qui correspond au sommeil, correspondrait au bas et la conscience au haut. De même, mais là c'est encore plus évident, la santé et la vie. Mais vous voyez, il y a une cohérence entre ce qui est en haut, c'est la santé, la vie, le conscient, le bonheur. Et puis forcément, ce qui est en bas, ça va être la tristesse, le non-conscient, bon, la maladie, la mort, etc. Il y a une cohérence de ces métaphores conceptuelles parce qu'elles sont toutes fondées sur une motivation du même ordre. Donc, par exemple, il est au sommet de sa forme, Lazare s'est relevé d'entre les morts, il s'est écroulé de fatigue, il est tombé malade, sa santé est déclinante, il est tombé raide mort. Bien. Alors, je me souviens qu'une année, une étudiante posait la question, mais alors, est-ce qu'avec elle est tombée enceinte, hein, on dit en français, c'est un langage peut-être un petit peu familier, elle est tombée enceinte. Ce ne serait pas la même métaphore conceptuelle. Hein. L'idée de tomber enceinte, s'il y a une métaphore conceptuelle là-dessous, ce serait plutôt l'idée d'un caractère involontaire, comme quelque chose qui vous tombe dessus. Mais là, il faudrait comment dire, mobiliser un autre genre de métaphore conceptuelle qui est lié au contrôle et à l'absence de contrôle, et qu'il y a une différence entre recevoir quelque chose et puis le lancer, par exemple, hein, il y aurait, qui pourrait expliquer tomber enceinte. Hein. Alors, dans ce cas-là, le fondement physique, ben, bien sûr, hein, c'est la maladie ou la mort qui nous force à être couchés, alors que la vie, vous voyez, la pleine vie fait qu'on est debout, etc. Alors, il y a d'autres exemples hein, que je ne vais pas développer, mais que je mentionne quand même. Contraindre ou dominer, c'est en haut. Être contraint ou dominé, c'est en bas. Hein. C'est-à-dire, vous voyez, on parle des hautes classes sociales et les basses classes sociales. Hein. Quelqu'un qui domine, il est en haut, il est perçu comme en haut. Celui qui est dominé, il est en bas. Le plus ou le moins, ça c'est assez évident, mais enfin, c'est tellement évident qu'on n'a même pas l'impression que c'est une métaphore conceptuelle. Mais si, c'est quand même une métaphore conceptuelle. De dire qu'il y en a plus, c'est plus haut, et il y en a moins, c'est plus bas, là, il y a une motivation évidente. Hein. Si vous prenez un verre, par exemple, et que vous mettez plus d'eau, ben, le niveau va monter plus haut. Hein. Donc, l'idée que le plus est en haut et le moins est en bas a une motivation de ce genre. Alors, ensuite, il y a cet exemple, les événements futurs et prévisibles sont en haut et en avant. Hein. Alors, c'est moins évident, je vous donne quand même un exemple. Là, vous voyez ce que disent Lakoff et Johnson pour ce cas-là, pour les événements futurs et prévisibles. Donc, ils prennent des exemples comme What's up, all coming up events are listed in the paper, donc what's coming up this week. Donc, voilà, il y a ce up-là qui a l'air de mettre le futur en haut. Hein. Et puis, la motivation, ce qui est appelé ici physical basis, c'est l'idée que quand quelque chose s'approche de nous, eh bien, on a l'impression que ça monte. Hein. Bon, ce serait ça. Là, c'est peut-être un petit peu tiré par les cheveux. Et ça ne marche pas. Là, en revanche, ça ne marche vraiment pas toujours. On va voir ça.
Bon, l'élite est en haut, la masse en bas, le bon est en haut, le mauvais en bas, la vertu en haut, le vice en bas, le rationnel en haut, l'affectif en bas. Vous voyez, il y a, bon, et tous ces cas, je ne les illustre pas, mais peuvent être illustrés par des dizaines d'expressions linguistiques qui montrent que ces métaphores conceptuelles sont pertinentes. Hein, vous voyez, c'est vraiment, si vous voulez, ces métaphores conceptuelles, elles ne sont pas juste des, comment dire, des opinions de penseurs, elles résultent de l'observation d'usages linguistiques, et donc elles ont quand même un fondement scientifique, disons. Alors, évidemment, on pourrait se dire que tout ça, on devrait le retrouver dans le dictionnaire. On devrait retrouver dans O, par exemple, ces valeurs. Hein. Alors, regardons un peu dans le TLFI. Je vous donne ici un résumé de l'article qui est très long. Hein, l'article du TLFI, je synthétise ici. Donc, vous avez d'abord un premier sens pour O, qui est une dimension déterminée dans le sens vertical, de telle taille, de telle hauteur. Ensuite, vous avez dans le temps. Alors, vous voyez, on dit ce qui est haut, c'est ce qui est le plus ancien, le plus reculé, la plus haute antiquité. Vous voyez ici, c'est le passé qui est en haut et pas le futur, comme on l'a vu tout à l'heure ici, hein, avec les exemples du type WhatsApp. Donc là, on aurait plutôt le passé étant haut. Ensuite, on a une interprétation de la hauteur comme étant une intensité perceptive. Hein. Dans le domaine de l'ouïe, par exemple, un son haut, c'est un son qui est aigu, ou qui est fort et éclatant. Dans le domaine de la vue, on dit haut en couleur, ce qui veut dire très coloré. Ou dans le domaine du goût, de haut goût, ça veut dire très relevé. Donc là, on a dans l'ordre de la perception cette idée que ce qui est intense est haut. Ce n'est pas tout à fait la même idée que la quantité. Et puis, vous avez également haute pression, haute fréquente, haute tension, qui donc là est plus proche à nouveau dans l'idée d'intensité, hein, mais peut-être qu'on se rapproche un peu de la quantité. Mais la quantité va être plutôt dans les exemples grandés, dans une échelle qualitative ou quantitative de valeur, le plus grand, le plus abondant, la plus haute distinction, à très haut prix. Donc là, c'est l'idée que ce qui a de la valeur est en haut. Bon, ça, qu'on retrouvait aussi chez Lakoff lorsqu'il dit que ce qui domine est en haut, par exemple. Dans le domaine abstrait, là aussi, on retrouve l'idée de domination qui est en haut, hein, un haut fonctionnaire, par exemple. Dans le domaine de la hiérarchie des valeurs esthétiques ou intellectuelles, on a aussi ce qui est au-dessus de la moyenne, hein, ce qui est supérieur, qui est grand, par exemple une haute intelligence, de haute capacité, une haute compétence, ou alors l'idée qu'on a quelque chose de très noble ou supérieur, la haute poésie, la haute tragédie, la haute sagesse, une haute perfection, une haute spiritualité. Hein. Donc voilà, on a cette idée là que le bien ou le mieux est en haut. Et puis dans le domaine de la hiérarchie des valeurs morales, une haute âme, une haute vertu, hein, c'est l'idée qu'on ait quelque chose d'élevé, de noble et de beau. Alors, quand on compare les données lexicographiques à ce que disent Lakoff et Johnson, on a des métaphores conceptuelles communes, hein, comme la valeur qui est en haut, la domination qui est en haut, mais on a aussi, on l'a vu, des métaphores conceptuelles qu'on trouve dans les données lexicographiques et qu'on ne trouve pas chez Lakoff et Johnson. Par exemple, l'idée que le passé est en haut dans la haute antiquité. Ou alors, dans l'ordre de la perception, l'idée que l'intense est en haut, ou que l'aigu est haut. Et puis, on a inversement des métaphores conceptuelles de Lakoff et Johnson qu'on ne trouve pas du tout dans le dictionnaire. L'idée que le bonheur est en haut, ou que la santé ou la vie sont en haut, ou que le conscient est en haut, on ne le trouve pas dans les dictionnaires. Forcément, on ne va pas trouver, puisque ici, pour trouver que le bonheur est en haut, faut trouver on le trouve avec des expressions dans lesquelles le mot haut n'apparaît pas. Hein. Quand je justifie le bonheur étant haut par des expressions, comme je vous ai donné tout à l'heure, je suis aux anges, ça m'a remonté le moral, c'est normal que dans l'article du dictionnaire, dans l'article haut,
je ne vais pas trouver du tout cette idée-là, hein, puisqu'elle n'apparaît pas directement, le mot n'apparaît pas directement dans les expressions. Donc, on va avoir un certain nombre de problèmes qui, d'une part, le lexique n'enregistre pas toutes les métaphores conceptuelles, hein, certaines, oui, mais pas toutes, comme le bonheur est en haut, par exemple, comme on vient de le voir. Donc là, ça a posé un problème de méthode. Comment on fait? Comment font les linguistes pour retrouver les métaphores conceptuelles? Si, bon, on ne peut pas les trouver dans le lexique, pour les découvrir, pour essayer eh bien, c'est assez compliqué, hein. Je veux dire qu'il y aurait une méthode qui consiste à explorer toutes sortes de textes et à être très attentif à toutes les métaphores conceptuelles et puis à les faire remonter comme ça, toutes celles qui apparaissent. Bon. Et puis au bout d'un moment, on tournerait peut-être plus ou moins en rond, mais enfin, en les ayant toutes découvertes. Mais c'est quand même une méthode extrêmement coûteuse. Bon, voilà, il y a un problème de méthode pour la mise en évidence, la découverte, l'établissement de la liste des métaphores conceptuelles dans une langue, dans une culture donnée. Est-ce que c'est possible d'ailleurs d'obtenir une liste de ce genre-là? Oui, théoriquement, hein, mais en fait, on ne l'a jamais fait vraiment. On s'est arrêté, si vous voulez, à la notion théorique de métaphore conceptuelle, mais on n'a pas poussé cette idée jusqu'au bout pour essayer de voir quelles étaient. On n'a pas, par exemple, le dictionnaire de métaphores conceptuelles du français ou de l'anglais, etc. Ce serait extrêmement intéressant. Alors ensuite, on voit qu'avec, vous voyez, l'intense est en haut ou l'aigu est en haut, Lakoff et Johnson laissent de côté les métaphores qui sont perceptives, hein, et qui relèvent plutôt de ce qu'on pourrait appeler la synesthésie, et qui est négligé, hein. Cet aspect de ce genre de motivation, ce genre d'analogie, l'idée que l'aigu est en haut, qui est pourtant un son qui monte, qui est pourtant une métaphore conceptuelle évidente, elle n'est pas prise en considération. Donc là, il y a une question, bon, on ne va pas entrer dans le détail, ce serait trop technique, mais il y a une question intéressante à explorer. Alors, qu'est-ce que concluent Lakoff et Johnson sur ces métaphores d'orientation? Eh bien, ils disent d'une part que la plupart, beaucoup, enfin, il y a toujours un peu d'exagération, hein, chez Lakoff et Johnson, mais bon, il faut lire ça avec, en diminuant un petit peu parfois l'enthousiasme des auteurs, mais beaucoup de concepts fondamentaux sont organisés en fonction d'une métaphore d'orientation spatiale. Il y a une systématicité interne et externe dans les métaphores, on l'a vu tout à l'heure, pour le bonheur, la vie, la vertu, tout ça, c'est tout en haut. Donc il y a vraiment une cohérence. Il y a une sorte de sémiotisation, hein, du haut, du bas, dans une culture ou dans une langue. Il y a un enracinement des métaphores conceptuelles dans notre expérience culturelle et physique, donc il y a une motivation, hein, ces métaphores ne sont pas arbitraires. Et puis, les fondements physiques et sociaux des métaphores conceptuelles sont divers, hein. Alors, par exemple, il donne l'exemple de l'idée que le bonheur pourrait correspondre au large, hein. Au lieu que le bonheur soit en haut, on pourrait dire le bonheur c'est large. Pourquoi? Parce que quand on sourit, eh bien, on écarte la bouche, on écarte les commissures des lèvres, et il y a cette idée que le bonheur serait large. Ce qui se traduit, par exemple, dans l'expression un homme expansif, hein. L'élargissement renvoie à l'idée de bonheur. Mais bon, ça n'est pas une métaphore dominante, hein. C'est une métaphore qui est plutôt marginale, qui existe, hein, mais qui est dominée par la grosse métaphore, le bonheur est en haut, hein, et pas le bonheur est large. Et puis, dernière remarque, les concepts plus intellectuels ou scientifiques reposent aussi sur des métaphores conceptuelles, hein, d'après Lakoff et Johnson. Bon, ça demanderait là aussi tout un développement plus complet pour le comprendre pleinement. Mais bon, par exemple, les particules à haute énergie, hein, la haute énergie,
l'énergie d'une particule. Bon, l'idée quand même ici, c'est que qu'on soit dans la science ou dans le langage quotidien, on ne peut pas échapper à la métaphore conceptuelle. Mais l'idée complémentaire que donnent Lakoff et Johnson, c'est qu'on sera plus attiré par une théorie scientifique si les métaphores conceptuelles qu'elle développe correspondent à notre expérience. Sinon, on a du mal, hein, c'est ce qui se passe par exemple avec la théorie de la relativité, etc. Bien. Alors, je vais donc m'arrêter ici pour aujourd'hui parce que je vois qu'il est déjà 13h59. Donc, on continuera la semaine prochaine avec donc les métaphores ontologiques. Et puis, donc, on s'interrogera aussi sur, sur les métaphores, sur les concepts de base. Hein, puisque si on considère, comme on l'a vu, que les métaphores conceptuelles jouent un rôle important, ça veut dire que ces métaphores conceptuelles, elles sont basées sur des concepts, si vous voulez, primaires, hein, des concepts primaires, ou des métaphores primaires. Et alors, quelles sont ces métaphores primaires? Quels sont ces concepts primaires? Est-ce qu'il y a des concepts non métaphoriques, hein, dans les langues ou dans les cultures? Donc ça, ce sera le point qui va nous intéresser à partir de la semaine prochaine. Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on vient de voir aujourd'hui? Excusez-moi, monsieur. Oui. Est-ce qu'on peut dire que la métaphore conceptuelle est un outil, par exemple, pour les auteurs pour s'exprimer? Pour les auteurs? Pour s'exprimer, leurs idées. Oui, alors, oui, bien sûr, mais c'est un outil qu'on utilise spontanément sans même en être vraiment conscient. Hein. C'est un outil qui s'est développé dans les langues Oui. pour pouvoir parler de choses abstraites à partir de concepts concrets qui sont plus faciles à comprendre. D'accord. Dans ce sens-là, c'est un outil, mais ce n'est pas un outil qu'on utilise forcément d'une manière consciente. Mais si on voudrait analyser la métaphore conceptuelle, par exemple, dans les contemplations de Victor Hugo, et comment on peut analyser la métaphore conceptuelle. Oui, mais alors, oui, d'accord, mais alors, si vous parlez d'un texte poétique, vous allez vous intéresser d'abord aux métaphores poétiques qui sont elles-mêmes souvent fondées sur des métaphores conceptuelles. D'accord. Mais là, vous voyez, c'est plutôt l'objet du livre de Lakoff et Turner, hein, More Than Cool Reason, dont je vous parlais la semaine dernière. C'est là que vous pourrez trouver quelques pistes dans ce sens-là. Mais a priori, si vous voulez, l'approche de Lakoff et Johnson vise le langage quotidien en priorité, hein, pas tellement le langage poétique. D'accord, merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie. Très bien. Ben, écoutez, s'il n'y a pas de questions, je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de ce cours sur les métaphores conceptuelles. Bonne semaine. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir, monsieur. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir.